Mais le dictateur refuse de céder. Avec l'armée derrière lui, il est déterminé à éliminer toute menace à son pouvoir. L'invasion de Panama se transforme en conflit. Les Navy Seals sont piégés devant le feu ennemi. Les plongeurs doivent naviguer dans des eaux dangereuses et éviter les grenades pour atteindre leur cible. Leur mission, empêcher le dictateur Manuel Noriega d'échapper à la justice. En 1961, une unité d'élite est créée. Les Seals sont formés pour mener des missions en mer, dans les airs et sur terre. Pour des raisons de sécurité nationale, les opérations de ces héros de la marine américaine demeurent ultra secrètes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les missions des Navy Seals. Le 16 décembre 1989, dans la ville de Panama, des soldats à un poste de contrôle arrêtent la voiture d'un officier de la marine américaine. Le lieutenant Mark Holt est l'un des 35 000 citoyens américains vivant et travaillant à Panama. Sa femme et lui rentraient à la maison à la base navale de Rodman. Malheureusement, ils deviendront les victimes du régime brutal de Manuel Noriega. Les forces de défense panaméennes, les FDP, sont aussi l'armée personnelle du dictateur. Le couple est emmené au quartier général et est interrogé pendant plusieurs heures. Les relations entre Panama et les États-Unis sont déjà tendues. Et elle s'apprête à s'envenimer encore plus. I am an American naval officer. You have no right to hold us. Call the base duty officer. Les soldats accusent l'officier américain d'espionnage. Call the base duty officer. I am an American naval officer. Ese espía, no me digas. No! No! On sépare alors le couple. La femme de Mark Holt est battue. L'interrogatoire dure des heures. Le couple est ensuite conduit dans un endroit désert à l'extérieur de la ville. Ils sont convaincus que les soldats vont les exécuter. Mais on les remet en liberté. Il est près de 2 heures du matin lorsque les Mark Holt reviennent enfin à la base Rodman. Il rapporte aux autorités américaines les sévices infligés par les soldats panaméens. C'est le deuxième assaut sur des citoyens américains au cours de la même soirée. Les deux incidents se sont produits au même poste de contrôle à seulement quelques minutes d'intervalle.
Des soldats panaméens ont fait feu sur un véhicule bondé de Marines en permission. L'un d'entre eux a été blessé. Le lieutenant Robert Paz, lui, ne survivra pas. Ce petit pays d'Amérique centrale est plus que familier avec la violence. Depuis le début des années 80, le général Manuel Noriega y fait régner la terreur. En échange d'imposantes sommes d'argent, le dictateur laisse le puissant cartel de Medellín faire escale à Panama afin de redistribuer la drogue destinée aux pays du Nord. En février 1988, la Cour fédérale des États-Unis l'accuse de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. 15 mois plus tard, les pressions diplomatiques effectuées par les États-Unis ont pour effet de déclencher la première élection démocratique depuis 5 ans. Noriega essuie une cuisante défaite, mais il refuse d'abandonner son poste. Le président Bush incite le dictateur à se plier à la volonté du peuple de Panama. There has been a statement for democracy so loud and so clear that perhaps even General Noriega will listen to it. Mais le dictateur refuse de céder. Avec l'armée derrière lui, il est déterminé à éliminer toute menace à son pouvoir. Partout dans le monde, les téléspectateurs sont témoins de la violente riposte du général suite aux résultats des élections. L'infanterie de Noriega prend en chasse le nouveau vice-président élu sous le regard des caméras de télévision. Billy Ford est pratiquement battu à mort dans les rues de la capitale. Les États-Unis ripostent à cette violence en coupant toute relation diplomatique et en imposant des sanctions économiques. Le 15 décembre 1989, Noriega déclare à l'Assemblée nationale que le Panama est en guerre contre les États-Unis. Le président Bush veut passer à l'action. Les Américains au Panama sont victimes d'agressions. Il ordonne l'invasion du Panama et la capture de Manuel Noriega. On nomme l'opération Juste Cause. L'invasion reposera sur le succès d'une mission secrète. Le commandement des opérations spéciales interarmes est chargé de couper à Noriega toutes ses chances de s'échapper du pays. Le service de renseignement a appris que Noriega compte s'enfuir par avion ou par bateau. L'équipe SEAL numéro 4 devra neutraliser le jet de Noriega à l'aéroport de Paitilla. L'équipe SEAL numéro 2, menée par le commandant Hank Carson, lui bloquera l'accès à la mer. L'équipe de Carson doit s'emparer de la canonnière du dictateur amarrée dans la baie de Balboa. Cette dernière sera remise au gouvernement élu après l'invasion. Le commandant estime que la mission a été mal pensée. Elle met la vie de ses hommes en danger et, conséquemment, la réussite de l'invasion aussi. Équipée d'artillerie lourde, dont des fusils de calibre 50, la canonnière de Noriega représente une menace réelle pour les troupes américaines au sol et pour l'aviation. Carson propose une solution simple mais risquée. Les plongeurs SEALs poseront des bombes sur la canonnière pour la faire exploser. Les stratèges du JSOC acceptent la proposition du commandant. Carson exige d'accompagner ses hommes.
il veut faire traverser le canal aux 4 agents SEALs à bord d'un canot gonflable et les laisser à quelques centaines de mètres de la cible. Ces 2 équipes de plongeurs devront faire le reste du chemin à la nage. Garfield, Taylor, you're going to be number 1. Vancourt, you and Connolly going to be number 2. 2 équipes de plongeurs seront déployées. Chacune de ces équipes transportera assez d'explosifs pour détruire la canonnière. Si l'une des équipes doit être capturée et que les plongeurs sont tués, l'autre équipe pourra atteindre la cible et remplir la mission. L'équipe de Carson se prépare pour la mission à la base SEAL de Little Creek en Virginie. Le commandant donne ses instructions. C'est un cas classique de démolition sous-marine. Il est impossible d'utiliser des explosifs sophistiqués. Puisque les mines ventouses ne peuvent adhérer à la coque d'aluminium de la canonnière, les plongeurs transporteront les 20 kilos de C4 dans 2 sacs Hagensen. Ces sacs à dos de toile ont été créés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera facile de les attacher au propulseur de la canonnière. Le seul équipement moderne est une minuterie digitale. Le bateau doit être détruit précisément à 1 heure, c'est-à-dire au début de l'invasion. Pendant que l'équipe SEAL numéro 2 se prépare à partir pour le Panama, le commandant Mike Dillon instruit une autre équipe SEAL à la base navale de Rodman. Leur mission est plutôt inhabituelle. Un important contingent de SEALs doit s'infiltrer à l'aéroport de Paitilla et s'emparer du jet privé de Noriega. La présence ennemie à l'aéroport est évaluée entre 10 à 30 soldats. L'équipe de SEALs doit les surprendre et s'emparer rapidement de l'aéroport. L'opération exige de la précision. Le jet de Noriega et sa canonnière doivent être détruits à l'heure H, c'est-à-dire 1 heure du matin. Les 2 équipes SEALs devront être le plus loin possible de leur cible au début de l'invasion. L'équipe de Carson est envoyée au Panama la veille de l'opération Juste Cause. 7000 soldats américains sont transportés par avion. Ces soldats se joignent aux forces militaires déjà en poste au pays. En tout, 22 000 soldats seront déployés. Une fois arrivés à Rodman, Carson et ses hommes peuvent distinguer leur cible de l'autre côté du canal. La canonnière du dictateur, le Presidente Porras, est amarrée à seulement 3 km de la base. Elle est située à l'embouchure du canal, un endroit où il serait facile pour Noriega de prendre la direction de l'océan Pacifique. Le commandant Carson réunit ses hommes pour leur donner ses dernières instructions. Les Navy SEALs quitteront Rodman à 23 heures précises. Les plongeurs disposent de 45 minutes pour localiser la coque de la canonnière dans des eaux troubles et sombres. Ils doivent y attacher les explosifs et sortir de la zone dangereuse avant le début de l'invasion. La canonnière doit exploser à 1 heure du matin, c'est-à-dire au moment même où les troupes terrestres débuteront l'assaut de la ville. C'est l'équipe de Carson qui amorce l'opération Juste Cause. Peu avant le début de l'invasion, des bataillons d'infanterie et de véhicules légers se mettent en position. Le Pentagone a déclaré à la presse y mener de simples exercices d'entraînement. On veut à tout prix éviter que Noriega devine qu'une attaque est imminente.
À la base de Rodman, les SEALs vérifient leur équipement une dernière fois. Une équipe de tireurs munis de mitraillettes de calibre 50 et de lance-grenades reste postée sur le quai afin de couvrir les SEALs pendant qu'ils traversent le canal. Les hommes sont équipés de scaphandres de plongée Draeger plutôt que de bonbonnes à oxygène ordinaire. Ils recyclent l'oxygène et éliminent les bulles d'air qui peuvent trahir leur présence. Malheureusement, on ne peut utiliser ce type de matériel en eau profonde. À plus de 7,50 mètres, les plongeurs peuvent souffrir d'empoisonnement à l'oxygène ou avoir le mal des caissons. Peu avant 23 heures, les commandants des opérations spéciales reçoivent un message urgent. Les forces de défense panaméennes se sont aperçues de l'accroissement du vol d'avions américains. Leurs radars ont repéré des C-5 et des C-130, de gros appareils qui peuvent facilement servir au transport de troupes et d'artillerie lourde. Toutes les unités militaires panaméennes sont en alerte. Peu importe ce que les Américains ont planifié, les Panaméens seront prêts à riposter. Au moment où son équipe s'apprête à se déployer, Carson reçoit un message du JSOC. On lui ordonne de faire exploser la cible à minuit 30, soit une demi-heure plus tôt que prévu. Mais Carson a déjà mis son plan au point. Les minuteries ont été programmées. Tout changement met la mission et ses hommes en péril. Ils ne peuvent devancer l'heure de l'explosion alors qu'ils se rendent sur les lieux dans l'obscurité. Carson doit prendre une décision difficile. En tant qu'officier, il a l'obligation de se plier aux ordres. Mais si le C-4 doit exploser plus tôt, ses hommes peuvent être tués, et la mission qui consiste à capturer le dictateur risque d'échouer avant même d'avoir commencé. Carson décide de mentir. Il déclare à ceux qui ont planifié la mission qu'il ne peut communiquer avec ses plongeurs puisqu'ils sont déjà à l'eau. Les hommes devront suivre le plan initial. Ils feront exploser le vaisseau à une heure précise. À 23 heures, les SEALs se déploient dans 2 canots gonflables. Ils traversent le canal en zigzagant pour créer le moins de remous possible. En plus de Carson et des 4 plongeurs, se trouvent 2 barreurs et 2 mitrailleurs équipés de M16. On examine attentivement la surface de l'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas d'embarcation ennemie. À mi-chemin, un des moteurs a dératé. Il faut éviter à tout prix de rester à découvert en terrain ennemi.
Le moteur les abandonne alors qu'ils atteignent la rive. Un instant plus tard, un des hommes de Carson aperçoit un patrouilleur ennemi qui se dirige dans leur direction. Les SEALs restent immobiles pendant que le bateau de patrouille poursuit sa route. Il n'y a plus rien en vue. Les agents peuvent poursuivre la mission. Malheureusement, un des moteurs du canot gonflable ne fonctionne plus. Carson devra conduire les plongeurs en 2 voyages, doublant ainsi leur risque d'être repérés. Ils plongeront donc plus près de la cible pour tenter de regagner le temps perdu. La canonnière de Noriega est amarrée à seulement 135 mètres de leur position. Tout près se trouve un chalutier russe. Les Soviétiques disent qu'il ne s'agit que d'un bateau de pêche, mais l'armée américaine croit qu'il s'agit d'un bateau espion. L'équipe de plongeurs numéro 1 pénètre dans les eaux du canal à 23h30 précises. Ils disposent de 90 minutes pour atteindre leur cible, puis nager à l'extérieur de la zone dangereuse. Pour se repérer dans ces eaux sombres, les plongeurs utilisent un compas lumineux. Ils évaluent leur distance en comptant leurs battements de jambes. Sous l'eau, ils doivent communiquer avec leurs mains. À la surface, Carson revient avec l'équipe de plongeurs numéro 2. Ils accusent 5 minutes de retard. Pour retrouver les plongeurs de l'équipe numéro 1, ils vont tenter de rattraper le temps une fois sous l'eau. Carson attache les embarcations ensemble. Il revient de l'autre côté du canal pour changer le moteur défectueux. Les 2 embarcations sont nécessaires pour reprendre les plongeurs après l'opération. Mais alors qu'il traverse le canal, Carson reçoit un autre message urgent du JSOC. L'invasion a été devancée de 15 minutes. Les plongeurs n'auront pas le temps de se mettre en sécurité avant le début des hostilités. Carson ne peut pas avertir ses hommes. La guerre va bientôt commencer et les agents SEALs nagent au beau milieu de la zone du conflit. Dans la nuit du 20 décembre 1989, 4 plongeurs SEALs se trouvent dans les eaux du canal de Panama. Leur mission, détruire la canonnière de Manuel Noriega avant l'invasion du pays par les troupes terrestres américaines. Les plongeurs SEALs de l'équipe numéro 1 s'approchent de la cible, mais ils sont surpris. Des explosions sous-marines les obligent à remonter à la surface. Ils sont au cœur d'un combat sanglant. Les troupes des FDP sont sur le pied d'alerte. Le ciel est illuminé par des coups de feu.
Au loin, le son des mitraillettes retentit. Une caravane de véhicules blindés quitte la base de Rodman pour la ville de Panama. L'opération Juste Cause s'amorce. Les plongeurs SEALs sont maintenant piégés sous l'avalanche de grenades qui explosent. Ils ignorent si les Panaméens lancent ces grenades parce qu'ils les ont repérées ou par simple précaution. Il leur faut à tout prix détruire la canonnière. L'équipe numéro 1 parvient à atteindre l'arrière du bateau. Ils constatent alors que les plongeurs de l'équipe numéro 2 les ont devancés. Le sac d'explosifs a été attaché à l'hélice droite. Les charges sont en place et le décompte a commencé. Les plongeurs entendent alors un vrombissement inquiétant. C'est un son qu'ils espéraient ne pas entendre. Quelqu'un vient de démarrer les imposants moteurs du Presidente Porras. Si les hélices se mettent en marche, les SEALs seront à coup sûr déchiquetés. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ils attachent avec précaution le sac d'explosifs au boîtier de l'hélice gauche. Ils relient ensuite les deux sacs afin qu'ils explosent simultanément. L'explosion aura lieu à 1h du matin. Il reste moins de 40 minutes aux commandos SEALs pour s'éloigner de la cible. L'issue la plus rapide se trouve sous le quai 18. Malheureusement, une clôture en bloque l'accès. Les SEALs tentent d'y trouver une brèche, mais la clôture fait toute la longueur du quai. Ils sont prisonniers de la zone d'explosion. Ils sont assourdis par une autre volée de grenades. Les assauts sont de plus en plus violents. Garfield tente de communiquer avec l'équipe de plongeurs numéro 2 avec sa radio, mais c'est peine perdue. Il est impossible de savoir si Conley et Van Kurt ont réussi à quitter la zone dangereuse. Les gardes à bord de la canonnière tentent de voir s'il y a des plongeurs ennemis. Afin de mieux se dissimuler, les SEALs s'agrippent au quai. Pour rejoindre les eaux du canal, ils devront d'abord nager sous la structure de 135 mètres de long. C'est beaucoup plus long que prévu, mais ils n'ont pas d'autre choix. Sur les quais de Rodman, l'équipe de soutien peut voir l'invasion de l'autre côté du canal. Le commandant Carson et ses hommes ont rapidement remplacé le moteur défectueux du canot gonflable. Toutes les tentatives pour contacter les plongeurs ont échoué.
La mission de Carson ne sera pas complétée tant que ces 4 hommes ne seront pas en sécurité. Ils traversent à nouveau le canal en direction du camp ennemi. Le lieu de rendez-vous se trouve au quai numéro 6, à 675 mètres de la cible. Il ne reste plus que 30 minutes avant la détonation et l'équipe de plongeurs numéro 1 est encore sous le quai 18. Les nageurs refont surface pour vérifier leur position. Les escarmouches qui ont commencé dans la capitale se sont déplacées jusque dans la baie et sur les quais. À quelques mètres au-dessus de leur tête, ils entendent les gardes des FDP. Leur matériel de plongée leur permet de rester immergés juste sous la surface de l'eau. Les plongeurs poursuivent leur route. D'où ils se trouvent, ils peuvent facilement voir le bateau soviétique amarré au bout du quai. Des gardes armés en surveillent le pont. Les soviétiques sont en état d'alerte. Il y a sans doute un sonar qui balaie les flancs du chalutier. L'appareil aurait au fait de repérer les agents SEALs si ces derniers s'approchaient de la coque. Il n'y a qu'une solution, passer sous le chalutier. Un seul problème, leur matériel de plongée n'est pas conçu pour descendre aussi bas. Les 2 hommes descendent à 7,50 m de profondeur. Ils passent sous le chalutier et atteignent le bout du quai. Maintenant, ils doivent nager dans les eaux du canal pour se rendre au lieu de rendez-vous. L'invasion se poursuit. Le JSOC concentre son attention sur la mission de l'aéroport de Petilla. On a intercepté un message radio des Panaméens. Noriega s'y dirige. Les SEALs à l'aéroport n'ont que 20 minutes pour détruire son avion privé. D'après le service des renseignements, il ne devait rencontrer qu'une faible résistance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les soldats des FDP les attendent. Ils n'ont qu'un but, s'assurer que le dictateur puisse s'envoler à bord de son avion. Les hommes de Dillon sont piégés dans une embuscade à l'aéroport de Petilla. Pendant ce temps, Carson et son équipe arrivent au lieu de rendez-vous. Aucun des plongeurs n'y est. Le commandant espérait les récupérer immédiatement et retourner à la base au plus vite. Il est forcé de rester en position dans une zone hostile, à découvert. Encore une fois, les radios ne sont d'aucune utilité. L'équipe de plongeurs numéro 1 se trouve toujours dans les eaux du canal. Soudain, les eaux se mettent à trembler. Les 2 hommes s'aperçoivent qu'ils sont dans la trajectoire directe d'un cargo. Ils n'ont qu'une option,
descendre au fond du canal, à 15 mètres de profondeur, en espérant que leur matériel de plongée tienne le coup. Au cours de l'invasion de Panama, les Navy Seals ont pour mission d'empêcher la fuite de Manuel Noriega. Les plongeurs ont placé des charges explosives sur la canonnière du dictateur. La détonation doit avoir lieu à 1h du matin. À minuit 45, il n'y a toujours aucune trace des 4 plongeurs. Le commandant Carson et son équipe les attendent au point de rendez-vous. Pendant ce temps, les troupes américaines au sol et les forces panaméennes se déplacent dans le même secteur. L'équipe numéro 1 est coincée sous un cargo au fond du canal. Ils sont dans un territoire dangereux. De plus, ils ont largement dépassé la limite de 5,50 m de leur matériel de plongée. Plus ils restent au fond du canal, plus ils risquent de s'empoisonner. Il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que le navire ait passé. Au même moment, l'équipe numéro 2 quitte la zone dangereuse. Les plongeurs nagent vers le sud en direction du point de rendez-vous. Malheureusement, au quai numéro 6, la situation n'est guère plus sécuritaire. Des échanges de coups de feu ont éclaté entre des Marines et des soldats des FDP. Carson et son équipe sont à quelques mètres seulement de réservoirs d'essence. Une seule balle perdue et le quai peut exploser. Carson informe le JSOC de la situation. Il ignore si les plongeurs ont réussi à placer les charges explosives. Si tel est le cas, la canonnière de Noriega va exploser dans moins de 10 minutes. Le JSOC somme Carson de quitter les lieux le plus rapidement possible. Pendant ce temps, à l'aéroport de Paitilla, les SEALs comptent leurs premiers morts. L'équipe de Dillon est prise au piège sur le tarmac devant le feu ennemi. Les hommes se battent pour leur vie. De son côté, Carson est déterminé à retrouver ses hommes. Il envoie alors la moitié de son équipe à la recherche des 4 plongeurs. Dans la baie, les quais se ressemblent tous. Peut-être attendent-ils à un autre endroit. Carson ignore que l'équipe numéro 1 se trouve au fond du canal, à seulement 180 mètres d'eux. Le canot gonflable se déplace silencieusement entre les quais. Les hommes cherchent les plongeurs. Il ne reste que 3 minutes avant la détonation. Ils ne peuvent plus attendre. Le navire est passé. Les plongeurs de l'équipe numéro 1 peuvent enfin remonter. Ce processus demande du temps. S'ils remontent trop rapidement à la surface, ils risquent d'être pris du mal des caissons. Ils s'arrêtent donc à 5,50 m de la surface pour laisser le temps à leur corps de s'ajuster à la pression. L'explosion doit avoir lieu dans 1 minute. Les plongeurs consultent leur compas. Le sillage du cargo les a entraînés vers la zone dangereuse.
Les deux autres plongeurs ont quitté le quai où est amarrée la canonnière, mais ils sont encore sous l'eau, où la détonation a une plus grande portée qu'en surface. De plus, il est difficile de prévoir quel effet auront 20 kilos d'explosifs sur une canonnière bourrée de munitions. Carson et ses hommes se protègent de l'explosion. Ils sont à une certaine distance, mais la détonation est énorme. Le quai est endommagé et les fenêtres d'un immeuble sur la rive ont explosé. Le Presidente Porras est anéanti. Les hommes de la base navale de Rodman à 3 km de distance ont aussi vu l'explosion. L'équipe d'agents SEALs menée par Carson est parvenue à détruire la canonnière de Manuel Noriega. Une équipe de soutien attend leur retour. L'équipe à bord du canot gonflable est toujours de l'autre côté du canal. Le commandant Hank Carson a accompli sa mission. On a coupé à Noriega toute chance de s'enfuir par la mer. Malheureusement, 4 hommes en action ont disparu. Carson fait savoir au GSOC qu'il ne retournera pas à Rodman sans eux. Le GSOC lui demande de se tenir prêt. La mission à l'aéroport est en péril. Les SEALs à Petilla ont été pris en embuscade par les forces de défense panaméennes. Il y a des morts parmi les hommes du commandant Dillon. À présent, il se soucie peu d'infliger des dommages collatéraux. Il ordonne le lancement d'un missile anti-char AT-4 qui perfore le jet de Noriega. Le choc de la puissante déflagration met un terme aux menaces des soldats panaméens. Mais le coût de la victoire est énorme. 9 hommes ont été blessés au cours de la fusillade. 4 Navy SEALs ont péri. Au quai numéro 6, Carson et son équipe restent en position. Il n'y a toujours aucune trace des 4 plongeurs. Le quai est devenu le champ de bataille des Marines et des forces de défense panaméennes. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on repère les canots gonflables. 1 heure après l'explosion, un des hommes de guerre repère l'équipe de plongeurs numéro 1. Garfield et Taylor sont épuisés, mais ils sont sains et saufs. Cinq minutes plus tard, les 2 autres plongeurs refont surface à leur tour. Sur le quai, le combat est de plus en plus intense. Les SEALs parviennent à s'éloigner et à retraverser le canal. À Rodman, l'équipe de soutien surveille le moindre signe de retour des SEALs. À 2 heures du matin, ils ont 40 minutes de retard. Tout à coup, ils aperçoivent du mouvement dans les eaux sombres. Ils attendent le signal. We've got visual confirmation. L'équipe SEAL rentre enfin.
La mission a pris plus de temps que prévu, mais au moins les plongeurs du commandant Hank Carson ont tous eu la vie sauve. Les SEALs ont accompli leur objectif. Le général Manuel Noriega ne parviendra pas à s'enfuir. Le 3 janvier 1990, il est mis en état d'arrestation par les autorités américaines. Il est immédiatement extradé aux États-Unis. En 1992, Noriega est trouvé coupable de trafic de drogue et de fraude. Il est condamné à 40 ans d'emprisonnement. Panama est redevenu un pays libre. « 23 GI américains, dont 4 Navy SEALs, sont morts lors de l'opération Juste Cause. Par leur sacrifice, le peuple de Panama ne vit plus dans le chaos. La démocratie est revenue.